général de Pixelion et je suis accompagné justement de Romain. Je te laisse te présenter. Romain, directeur Data Analytics au sein de l'agence, effectivement, donc plus de 15 ans d'expérience dans le milieu du digital, donc sur toutes ces différentes problématiques et notamment sujet d'actualité, Google Analytics 4. Yes. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, donc finalement il est multiple, hein, ça va être d'aborder pas mal de sujets. Alors évidemment, on n'a pas la prétention de pouvoir tout aborder en 30 minutes, mais c'est également aussi d'en faire un terrain d'échange pour ceux qui ont un peu de temps après-midi. Alors déjà, on répondra au maximum de questions à la fin du webinaire, mais si vous voulez, on pourra prendre du temps supplémentaire pour y répondre. Donc, je le dis déjà d'avance puisque je pense que ça pourra être le cas. Donc déjà, objectif numéro un, c'est vraiment de voir un petit peu les spécificités de Google Analytics 4. Hein. Concrètement, voilà, quelles sont les différences entre la version, alors je dis actuelle, hein, dans les faits, normalement, beaucoup sont censés déjà avoir migré, donc, mais entre Universal Analytics, qu'on pourrait appeler GA3, et donc la nouvelle version GA4. Également des questions concrètes sur quand, pourquoi et donc comment effectuer la migration. Également, il y a un autre sujet hein, qui est fondamental et sur lequel il nous semblait important quand même de l'aborder, c'est tout le prisme, on va dire, légal, réglementaire, donc de la conformité RGPD d'un côté et les enjeux et questions que pose donc Google Analytics. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, juste pour ceux qui ne connaissent pas forcément, parler vraiment 30 secondes de Pixelion. Donc, on est une agence qui existe depuis maintenant plus de 16 ans. On est spécialisé en search marketing. Donc, le search marketing, c'est vraiment tout ce qui est acquisition, donc à la fois en référencement naturel, donc ce qu'on appelle le SEO, et tout ce qui est référencement payant, donc tout ce qui est Google Ads, et également Social Ads, qui est un pôle important chez nous. Et le tout avec cette couverture data bien incarnée par Romain ici présent et qui est également donc un pôle stratégique pour nous. Donc, les deux éléments différenciants de Pixelion, ça va être vraiment cette forte expertise sur toute la partie acquisition et également ce que vous pouvez voir dans la slide, c'est toute la partie recherche. On est un peu plus de 100 aujourd'hui. Il faut avoir en tête qu'on a un peu plus de 25 chercheurs, ingénieurs, développeurs et que toute cette manne je dirais, de recherche, on l'a intégré dans une solution qui s'appelle Monitoring, qui va nous aider à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin lorsqu'on fait nos analyses et également à se tenir évidemment très au courant de l'actualité. Donc, voilà, elle est incarnée ici. Donc, vous retrouvez hein, les différentes BU. Donc là, c'est pas le sujet du jour, hein, mais voilà, si jamais d'ailleurs vous êtes intéressé, on pourrait donc échanger par la suite sur l'intégralité de ces univers et avec notre monitoring qui est la tour de contrôle qui nous permet à la fois d'avoir cette vue 360 mais également d'utiliser pleinement les synergies entre les leviers puisque pour ceux qui sont impliqués dans ces sujets savent qu'il y en a beaucoup. Également, donc petit focus quand même sur le pôle data. Globalement, le pôle data, on peut finalement le synthétiser en trois grands sujets. Le premier, donc toute la partie web et app analytics, moi j'appelle ça, c'est la définition de la fiabilité de la donnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, que vous soyez marketeur ou autre, la donnée, c'est ce qu'on appelle le nouveau pétrole. C'est ce qui va vous permettre de vraiment de piloter votre stratégie digitale, d'assurer justement le niveau de suivi, de savoir si concrètement vous êtes performant ou pas. Donc, c'est vraiment le point clé et notamment, c'est ce que permet, on verra donc justement Google Analytics 4. Ensuite, à partir du moment où on a cette donnée fiable, ça va être la façon de pouvoir l'illustrer. Donc ça, c'est toute la partie data vis et business intelligence, donc notamment hein, pour simplifier tout ce qui va être tableau de bord, mais évidemment, c'est plus complexe que ça. Et ensuite, à partir du moment où on a des données fiables qu'on est capable d'analyser, ça va être justement la capacité d'analyse, donc notamment ce qu'on appelle CRO pour Conversion Rate Optimization. Et là, ça va être justement concrètement comment on rend son site plus performant, donc amélioration des taux de conversion, des parcours, et donc là-dessus, un très gros terrain de jeu, et qui pour moi, donc voilà, est l'un des sujets les plus importants lorsqu'on fait du digital. Donc c'est parti, bienvenue donc à l'ère de Google Analytics 4. Ici, donc, vous avez un premier screenshot. Alors d'apparence, hein, voilà, Google Analytics a une forme de suivi.
mais on va le voir, il y a quand même énormément de différences. Mais avant de parler même des différences, il y a, je dirais, une échéance. Cette échéance, je pense que maintenant, pour la plupart d'entre vous, vous êtes au courant, parce que là, on l'a comme beaucoup rappelé, enfin, on étant là, un on très générique, au 1er juillet 2023, c'est la fin de la maintenance pour la majorité des clients, en tout cas ceux qui ne sont pas sur GA360. Vous pouvez voir, ils ont un peu plus de temps. Et donc, 1er juillet 2023, j'ai encore échangé avec Google là il y a 2 jours, et a priori, là, c'est une date définitive. Enfin, il n'y a pas prévu de nouveau décalage. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de juillet, bah, si vous êtes encore sur Universal Analytics, vous n'avez plus vos données qui sont à intégrer. Et surtout, et c'est déjà pour ça que finalement c'est un vrai sujet, c'est lorsque dès que vous faites des analyses PCS N-1, eh bien, vous n'aurez pas du tout la donnée, puisque par définition, elle sera pas présente. Donc ça, c'est vraiment le premier point à retenir, c'est l'importance, en tout cas, de changer d'outil d'analytique, puisque il y a une échéance qui arrive vite. Et maintenant, on va voir plus concrètement quelles sont les spécificités de GA4 et en quoi, bah, voilà, c'est un bon outil. Je prends le relais effectivement sur cette partie-là. Comme l'a dit Yanis, hein, ce premier webinaire, il a vraiment vocation à comprendre les enjeux, à comprendre les différences qui peuvent exister entre Google Analytics 4 et la version donc universelle GA3. Surtout, vocation à prendre la main dessus, découvrir la solution et peut-être, très certainement, c'est le premier webinaire d'une série un petit peu pour pouvoir ensuite découvrir une utilisation un petit peu plus avancée. J'ai extrait les principaux points, les gros changements, les gros facteurs un petit peu qui ont également initié hein, la volonté de Google de changer concrètement, véritablement de solution. On ne parle pas d'une mise à jour de la solution GA3 vers GA4, c'est une complète nouvelle solution, un nouveau modèle de données qui est rendu disponible, beaucoup plus flexible dans son utilisation et surtout dans sa collecte et afin de permettre la mesure, beaucoup de points d'attention, une gestion avancée des différentes audiences, intégration BigQuery, on va beaucoup parler de reporting, des modes de debug également qui sont rendus disponibles beaucoup plus précis afin de permettre un petit peu la qualité, fiabilité des différentes données, l'utilisation de segments. Il faut bien l'avoir en tête hein, aujourd'hui, pour ceux qui ont beaucoup l'habitude d'utiliser Google Analytics 3, l'utilisation des vues, les différents filtres ne sont plus rendus disponibles qu'à partir de segments désormais. La volonté surtout de Google d'intégrer beaucoup d'intelligence artificielle, de machine learning, également au niveau de sa solution, on le verra un petit peu plus par la suite. Une interface toute nouvelle, on retrouve une certaine intuitivité pour les nouveaux utilisateurs de GA, on va dire, peut-être un petit peu plus difficile pour les utilisateurs de Universal de switcher vers GA4. Néanmoins, on arrive assez simplement, au final, après un peu de pratique, on va dire, à retrouver nos petits sur les différents indicateurs et les différents rapports. Le gros avantage, on y reviendra encore une fois, hein, sur l'interface, c'est qu'elle est entièrement personnalisable afin de permettre une utilisation un petit peu au quotidien et de façon un peu plus automatisée. L'un des impacts au niveau du nouveau modèle de données, j'ai envie de dire entre GA4 et GA3, c'est qu'il permet également une unification entre les différentes propriétés, que ce soit web, app, de tout retrouver au sein du même interface finalement, les rapports multiplateformes. On y reviendra également, pas mal de nouveautés au niveau des indicateurs, même au niveau de la définition des indicateurs ou au niveau de nouveaux indicateurs. Hein. On a beaucoup entendu parler notamment je pense au taux de rebond versus le taux d'engagement, des notions un petit peu nouvelles, un petit peu plus orientées positive, j'ai envie de dire, sur le déclenchement et sur la définition de certains indicateurs. On le verra également au niveau des sessions et des utilisateurs, une vue beaucoup plus orientée utilisateur côté GA4, là où on avait l'habitude de le voir au niveau de la session et des différentes pages vues. On l'a vu,
pas le choix, clairement. GA3, donc c'est moins de 3 mois de vie avant le 1er juillet. C'est moins de 100 jours, j'ai envie de dire, donc une obligation, hein, véritablement de sensibiliser. C'est vraiment notre objectif, surtout aujourd'hui, hein, à travers cette découverte de GA4, de sensibiliser sur les enjeux. On repart de zéro en termes de collecte, en termes de données collectées au niveau des propriétés GA4. Très important de se construire le plus rapidement possible les différents historiques au niveau des différentes données. Je poursuis. D'autres avantages que je ne mentionne pas forcément tout à fait ici. GA4, on en profite. Amélioration au niveau des temps de chargement, des lenteurs de la solution. Hein, GA3 aujourd'hui qui n'est plus du tout maintenu, qui devient complètement obsolète. La fin de l'échantillonnage également. Un ensemble d'enjeux et d'améliorations qui sont apportés au niveau de la solution. Un premier aperçu, c'est vraiment ce qui un des premiers éléments de différence entre la version Universal Analytics et GA4, comment retrouver nos petits finalement. GA4 et Google en a pris un petit peu le parti, c'est vraiment d'orienter l'interface selon le cycle de vie de l'utilisateur. C'est une notion intéressante, une approche vraiment intéressante à ce niveau-là. On le retrouve finalement sur la droite. Acquisition, engagement, monétisation et fidélisation. C'est vraiment le cursus, le processus idéal qu'on souhaite suivre et finalement cette interface et ce menu au niveau de l'accès aux différents rapports permet d'accéder assez rapidement, de manière assez intuitive, j'ai envie de dire, aux différents éléments. Ouais, ça c'est Entre, vraiment un point, pardon Romain, je t'en mais prie. c'est vraiment très orienté entonnoir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté de comprendre tous les parcours, et c'est ce qu'on retrouve justement là, notamment dans cette approche, on va dire life cycle comme ils l'ont appelé, qui était déjà présente dans Universal Analytics, mais qui est vraiment au cœur du réacteur de Google Analytics 4. J'enchaîne également sur l'un des plus gros changements majeurs au niveau de l'interprétation et surtout du modèle de données. Là, c'est un exemple un petit peu plus concret, sans rentrer vraiment trop dans le détail, hein. Je le mentionnais tout à l'heure, la notion effectivement de orienter utilisateur plutôt que orienter session, tout dans GA4 est finalement matière à un événement. Même au niveau de la session, vraiment important à considérer que si je reprends l'exemple d'Universal Analytics, là, on a essayé finalement de reproduire un funnel, tout simplement, une séquence de différentes actions, interactions au niveau du site. Si on prend l'exemple d'Universal Analytics, on a cette notion d'utilisateur, mais derrière, qui sont vraiment déclinés en matière de session. L'un des gros changements côté GA4, c'est que finalement, cette notion de funnel à plat, j'ai envie de dire, on va pouvoir recenser et reconstruire vraiment le funnel selon beaucoup de typologies d'événements différents. Bien entendu, au sein de chacun des différents événements, on aura des paramètres qui pourront permettre, je prends l'exemple de la vidéo, de voir le temps de lecture, le démarrage, le temps de complétion finalement des différentes vidéos. Pareil pour la partie téléchargement de fichiers, avoir les informations, bien entendu, des documents propres et la spécification, ce qui définit un petit peu le document qui a été téléchargé. Mais dans l'idée, et tel qu'on le voit, même la notion de session est un événement au sens GA4. Donc, ce qui veut dire également, et possiblement, certains l'ont déjà constaté, hein, des différences un petit peu et des données pas forcément comparables entre les données Universal Analytics et GA4, dans le sens où une session, au sens GA4, est une succession finalement d'interactions et d'événements au niveau du site. Ouais, On ça c'est un pourra point important, effectivement, dans le sens où probablement que vous allez voir une baisse quand même, alors plus ou moins significative, mais du baisse de session avec Google Analytics 4 par rapport à Universal Analytics. Donc ça, c'est quand même important de le signaler parce que à partir du moment où on compare plus exactement la même chose, attention à ne pas prendre justement les chiffres bruts en ayant par exemple l'impression que d'un coup, vous avez une perte de session, puisque comme l'a très bien dit Romain, le mode de comptabilisation n'est plus le même et sera toujours en défaveur de la nouvelle approche. Donc ça, c'est C'est ça. vraiment important. Pas de Pardon. panique par rapport à tout ça, effectivement, tout est normal, dans le sens où si je prends l'exemple de GA4 encore une fois sur le funnel, on peut très bien considérer que la première session en provenance d'un canal, peu importe le SEA, et que derrière une nouvelle session arrive en provenance du social, prenons Facebook par exemple, eh bien la session en elle-même
reposera sur un même utilisateur. Le fait d'unifier et également cette vue orientée utilisateur plutôt que deux sessions qu'on pouvait considérer dans Universal. Donc plus il y aura des points de contact différents qui seront unifiés au sein de GA4, seront considérés comme un seul utilisateur. Là où côté Universal, possiblement on avait plusieurs sessions associées à autant d'utilisateurs finalement. D'où le fait effectivement qu'on va avoir des impacts, on le constate véritablement sur l'ensemble des différents comptes au niveau nombre de sessions à proprement parler, encore une fois très orienté utilisateur et une baisse significative à ce niveau-là. Je suis juste Romain, je te coupe 2 secondes. Si je vois qu'il y a des gens qui levaient la main, a priori, on répondra aux questions plutôt à la fin. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat si vous en avez. On fera la récolte de tout ça et on répondra à tout ce qu'on peut. Ouais. On essaye d'aller assez vite, effectivement, un format assez flash. On prendra le temps qu'il faudra juste après. Un mot sur les rapports. Je ne sais pas si certainement beaucoup d'entre vous ont déjà manipulé GA4 en soi. Toute la force de la solution, de l'outil, repose véritablement sur ces rapports. Donc Google a décidé d'enrichir véritablement une bibliothèque de rapports déjà préconstruits, préconsolidés, plusieurs typologies de rapports. Bien entendu, on va retrouver les entonnoirs, et c'est là la vraie force, hein, on l'a vu précédemment, mais de pouvoir personnaliser un petit peu à la volée véritablement tous les différents entonnoirs, le chevauchement des différents segments. Donc là, c'est vraiment pour comparer les différentes audiences entre différentes sources de données, sources de trafic et typologies de device, par exemple. Les analyses, bien entendu, au niveau du cheminement du parcours utilisateur et les différentes cohortes. Donc tous ces éléments-là, concrètement, si on prend l'exemple ici, encore une fois, d'un type de reporting un petit peu lambda, donc là, on est vraiment dans l'aspect exploration des différentes données, construction et conception des différents rapports. On va retrouver 4 grandes sections finalement. Donc, de manière très intuitive, dans un premier temps, pas toujours facile effectivement de retrouver ces petits par rapport à la nomenclature de certaines dimensions, de certaines variables, mais configuration drag and drop finalement. Donc on va sélectionner nos différentes variables, les différentes dimensions, les segments qu'on va vouloir analyser, et derrière toute la partie visualisation sur la droite, répartie sur plusieurs onglets. Il me semble, si ça n'a pas changé, encore une fois, hein, c'est important de l'avoir également en tête. Google Analytics 4 est encore jeune, continue d'évoluer dans le temps, et pas mal de changements, hein, d'une semaine à l'autre peuvent intervenir également au niveau de la solution. Donc là, c'est très, très important, hein, cet aspect-là, c'est vraiment sur mesure. L'aspect reporting, l'aspect rapport personnalisé. Le gros avantage également au niveau de l'interface, on l'a rapidement évoqué au tout début, c'est qu'elle est entièrement personnalisable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des rapports que vous allez pouvoir construire à la volée de votre côté, vous allez pouvoir les intégrer directement au sein de votre menu de navigation de la solution, et de retrouver les différents widgets d'accès rapide à ces rapports. Sur la partie intelligence artificielle également, hein, qui a été vraiment renforcée au sein de la solution, elle est vraiment omniprésente à plusieurs niveaux. Le premier d'entre eux, c'est vraiment la partie enseignement. Donc là, on parle vraiment d'apprentissage un petit peu automatique, un machine learning derrière, de manière à avoir des données presque prédictives sur la prévision au niveau des performances, l'identification un petit peu du trafic qui est prêt à convertir, on le verra avec les audiences, mais une grosse, même sur les anomalies, hein, détection d'anomalies, important de pouvoir visualiser, d'avoir accès un petit peu à cette IA directement au sein de l'interface pour identifier déjà possiblement des manques à certains niveaux. Ouais, ça, c'est aussi, de mon point de vue, une vraie force, de cette solution. On sait qu'on est dans un écosystème où ben, la donnée, notamment avec les contraintes RGPD, mais également avec, ben, par exemple, tous les adblockers, bref, beaucoup d'éléments qui font qu'aujourd'hui, ben, cette donnée, elle est finalement plus difficile à bien collecter. Et au final, par contre, elle est en partie compensée ben, par une intelligence artificielle qui est bien plus évoluée aujourd'hui que ces dernières années et qui a vocation à continuer à l'être et qui permet donc justement, comme on le voit, hein, de faire du prédictif, de compenser, de consolider voilà, certains jeux de données. Et là-dessus, il faut reconnaître que Google au travers de Analytics 4, est très avancé là-dessus et compense notamment bah, voilà, tous ces déficits.
Et ça passe également par l'interconnexion avec les différentes sources de données, notamment Google Ads ou n'importe quel autre effectivement outil au sein de l'écosystème Google notamment. Là, ce que l'on voit ici, c'est par exemple la gestion des différentes audiences. Donc la faculté également de prédire les différentes audiences, le trafic par exemple ou l'audience qui est plutôt prête rapidement à acheter, à interagir ou à être engagée ou à finalement convertir au sein du site. Autant d'audiences qui pourront être exploitées à des fins de retargeting ou effectivement d'exploitation de ces audiences sur les différentes régies. Donc vraiment, vraiment intéressant de pouvoir aller au-devant, ne pas seulement se reposer sur des expériences passées au niveau du comportement des utilisateurs au niveau du site, mais déjà de prédire quels seront leurs comportements à court, moyen, long terme et selon les différents objectifs de conversion qui auront été définis en amont. Comme je disais, très ambitieux effectivement de tout couvrir en 30 minutes. Je voulais vraiment quand même faire le focus sur le comment. On a vu, hein, le quand. Le quand, il n'y a pas forcément de débat par rapport à ça. Certains d'entre vous l'ont déjà initié, cette migration, et le plus tôt possible. On n'est pas dans l'urgence, mais presque désormais à 3 mois de la fin de GA3. On a vu le pourquoi, hein, beaucoup d'avantages, et il y aura un petit récap à la fin, bien entendu. Désormais, le comment. Le comment effectuer la migration, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs niveaux de migration en fonction des différents besoins, en fonction des différentes réponses et de savoir exactement où vous en êtes aujourd'hui. Donc, il peut y avoir plusieurs cas de figure, quelques questions, effectivement, quelques sujets que je liste en bas et plusieurs moyens de migrer. Il peut y avoir une migration qui est facilitée, hein, aujourd'hui par une liaison assez basique, j'ai envie de dire, effectivement, entre la version GA3 et GA4, ce qui se veut très rapide mais peu évolutif en soi. Le point numéro 2, essayer de personnaliser forcément et profiter finalement de tous les bénéfices et avantages de GA4 de manière à enrichir finalement et ne pas seulement migrer de façon ISO la version UA vers GA4. Et la dernière, celle qui est assez recommandé, hein, notamment dans les cas de refonte ou dans les cas d'un nombre de sites assez important, de repenser un petit peu le plan de marquage. On parlait de nouveaux modèles de données. L'idée, c'est également de transposer ce modèle, ce plan de marquage par rapport à des attentes au niveau accueil de ces données-là et interprétation de ces données par GA4 directement. Donc là, encore une fois, hein, le besoin, s'il est identifié, tant mieux. L'idée, c'est également de vous accompagner sur savoir exactement quelles sont les étapes clés, les actions clés, finalement, pour brancher GA4. On va parler de flux de données dans un premier temps qu'il sera nécessaire de déployer, effectuer bien entendu toutes les connexions avec les autres plateformes au sein de l'écosystème, la notion d'événements qu'on va pouvoir convertir en conversion par la suite, créer les audiences, initier déjà effectivement la partie exploratoire au niveau des rapports. Ce sont les étapes clés un petit peu pour la configuration optimale d'une propriété GA4. Est difficile effectivement de parler GA4 au sein de l'actualité sans avoir quand même une notion de RGPD derrière, hein. Je parle essentiellement de consentement digital, je ne parle pas ici nécessairement de transfert de données en dehors de l'Union européenne. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Un petit rappel, dans tous les cas, GA3, GA4 en soi n'est pas jugé plus conforme vis-à-vis du RGPD et nécessitera toujours la notion de consentement explicite et positif de la part de l'utilisateur. Donc je rappelle ici les différentes lignes directrices, hein, les différentes conditions à remplir pour respecter le consentement utilisateur. Je rappelle forcément les risques, un risque réputationnel aussi important et décisif qu'un risque financier important à garder en tête forcément au niveau de l'intégration de Google Analytics 4. Des décisions, des discussions toujours politico-juridiques, on va dire, sont amenées à se poursuivre, hein. Donc on est tous un petit peu informés de l'annulation du Privacy Shield 1.0, j'ai envie de l'appeler, et des discussions, hein, qui ont toujours lieu en cours et sur lesquelles effectivement d'ici des semaines, des mois pourront faire évoluer un petit peu ce dispositif. Donc, mais important de garder en tête, GA4 nécessite le consentement utilisateur pour pouvoir accueillir la donnée. On pourra parler de tout ce qui est consent mode, de tout ce qui est effectivement tout ce qui est autour
autour du dispositif et qui est proposé par Google pour essayer d'extrapoler, pour manipuler la donnée à travers, encore une fois, le machine learning, mais important de l'avoir en tête. Issu de ça, plusieurs scénarios aujourd'hui que l'on peut considérer par rapport à cette annonce de la CNIL dans un premier temps. Google, forcément, reste la référence du marché et nombreux avantages à migrer sur cette solution. J'en vois surtout 3, possiblement d'autres en mutualisant ou en combinant certains scénarios. La priorité, clairement, migration vers Google Analytics. Aujourd'hui, il est important, à 3 mois finalement de la fin de GA3, d'assurer la continuité de la mesure, surtout en profitant, bénéficiant d'une version enrichie et complète qui ouvre la porte un petit peu moins dans un premier temps grand public, c'est un peu plus spécialisé dans la manière un petit peu d'interpréter et d'exploiter ces différentes données, mais important que ce soit lors d'une refonte, lors effectivement de simplement une migration, selon les différentes méthodes qu'on a vues déjà ensemble dans les slides précédentes, mais de considérer cette migration, même s'il n'y a pas de consentement, si toujours dépendance par rapport à ce consentement. L'un des messages de la CNIL par rapport à ça, et pour faire en sorte finalement d'avoir la possibilité de l'utilisation, en tout cas de Google Analytics 4, c'est ce qu'on appelle la proxification. Proxification, c'est quoi? C'est avoir un serveur intermédiaire finalement entre les données qui sont exploiter depuis le site web vers les serveurs de Google, de pouvoir pas intercepter finalement, mais pouvoir retraiter les différents hits et les différents appels serveurs qui sont envoyés vers les serveurs de Google. Donc ça nécessite quand même un gros chantier, un gros travail, effectivement, une mise en œuvre assez complexe à ce niveau-là. C'est surtout le point un petit peu noir, c'est que finalement tout le retraitement et l'interprétation de ces données-là va rendre pas caduque, mais presque, les différentes analyses, parce qu'on va s'empêcher de pouvoir exploiter les IP, les user agents, tout ce qui est la distinction selon différentes dimensions qui sont aujourd'hui très importantes au niveau des différentes analyses. Le troisième scénario, bien entendu, c'est également, je ne parle pas d'alternatives, même si ce sont des alternatives qui sont proposées par la CNIL, je parle plutôt de compléments, de compenser finalement cette perte de collecte de données, également liée au consentement, forcément, en se tournant vers des solutions qui sont plus respectueuses, finalement, aussi des données personnelles. Les deux vont très bien ensemble. On peut très bien faire tourner en parallèle un GA4 avec une solution complémentaire, mais qui aura également l'avantage de profiter dans certains cas, et selon une configuration bien précise et attendue par les autorités, de l'exemption de consentement. Donc, ce qui veut dire finalement, même si l'utilisateur décide de refuser le consentement au niveau du dépôt des traceurs, au niveau du site, on pourra tout de même collecter, dans certains cas de manière dégradée certes, mais au moins 100% finalement des différentes données issues du site. Je vérifie le timing. Je ne sais pas où on en est. Il est midi, donc là, c'est l'heure de conclure. Et après, on prendra quelques questions. Idéalement. Merci d'ailleurs de nous avoir posé. Un format très, très rapide, de 30 minutes, ambitieux. Et un petit résumé par rapport à ça. Bon, je reliste les principaux avantages, mais les gros avantages par rapport à cette nouvelle version, encore une fois, qui n'est pas une simple mise à jour de GA3, mais c'est surtout une toute nouvelle version et une nouvelle même façon d'interpréter les différents résultats avec de nouveaux indicateurs, avec du machine learning, avec du reporting avancé, une approche très orientée utilisateur avec une plateforme unifiée notamment entre les différents parcours, que ce soit web, app notamment, une puissante gestion au niveau des audiences à des fins, encore une fois, d'exploitation de cette donnée-là pour les différents outils tierces satellites qu'on utilise aujourd'hui. Un gros machine learning, plus de contrôle également, et une volonté forcément de Google à ce niveau-là, de préparer le terrain pour une utilisation plus réglementée, on va dire, aussi un petit peu de sa solution, plus de contrôle machine learning, et encore une fois, la solution est encore jeune, je suis persuadé effectivement qu'il y a une grosse feuille de route et certains manques qu'on constate déjà aujourd'hui, mais qui ont déjà été résolus et identifiés. Derrière, difficile dans tous les cas de sortir de l'écosystème
Google, hein, ça reste un incontournable à ce niveau-là, leader au niveau du marché, et l'avantage aussi d'être gratuit au passage. Eh ben, super, merci Romain. Effectivement, voilà, donc sujet complexe, hein, il y a des forces, mais il y a également des enjeux, des risques. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions et qu'il y en a encore, donc je propose de les dérouler pour ceux qui peuvent rester encore. Pour les autres, merci encore une fois à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de monde. Comme l'a dit Romain, on fera probablement d'autres webinaire sur le sujet. N'hésitez pas aussi à me dire d'ailleurs si vous avez des thématiques de prédilection que vous souhaitez qu'on aborde. Je rappelle également que si vous avez des questions aussi plus personnelles, des sujets, hein, parce que c'est clair que la migration elle se fait pas en un claquement de doigts, vous pouvez aussi nous contacter. Donc, donc c'est contact@pixel.com. Je ne sais pas si la dernière slide, Romain le met. Vous pouvez aussi de toute façon nous retrouver sur le site de Pixelion. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, Romain ou moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Et donc, je propose de dérouler les questions. Alors, déjà, bon, question assez classique hein, sur le support de présentation, oui, on vous l'enverra. Ça permettra comme ça d'avoir nos coordonnées aussi, donc n'hésitez pas. Ensuite, notre développeur a procédé à la migration et pourtant nous avons toujours le bandeau en haut avec la mention gérer la migration vers GA4. Est-ce normal? Ça, je te laisse répondre, Romain. Pas d'inquiétude, hein, effectivement. Je pense que c'est plutôt un message générique et le lien entre UA et GA4 n'est pas forcément toujours très simple, j'ai envie de dire. C'est plutôt une notion d'alerte, de surveillance et surtout sensibiliser. Je pense que c'est pas géré au cas par cas, clairement pas. Donc le message, je pense qu'il sera là jusqu'au 1er juillet, du fait effectivement de rappeler l'importance et l'urgence de migrer vers GA4. Alors après, une question sur la relation, donc GA4 et RGPD, on l'a signalé. L'impact du Cloud Act pour GA4. Euh, je sais pas si Romain, tu sais, moi, Je suis pas DPO hein, par rapport à ça, mais effectivement, le côté juridique, il est important, hein. Donc là, le transfert de données, hein, c'est ce qui est clé. Aujourd'hui, je pense que la CNIL, en tout cas à ce niveau-là aussi, s'intéresse beaucoup plus à tous les utilisateurs encore de la version GA3, clairement, par rapport à ça. Donc, l'importance et la ouais, priorité de la CNIL, c'est de réguler à ce niveau-là. Les utilisateurs de GA4 sont plutôt à l'abri, en attendant forcément, comme je disais, un petit peu des discussions plus politiques, juridiques autour du traitement de ces données-là par les autorités. Là, on parle beaucoup des autorités américaines, bien entendu, du fait qu'il n'y a pas un traitement équivalent entre les autorités européennes et américaines. L'impact, il sera là. L'impact sera là. Je pense qu'effectivement, c'est tout dans tout l'intérêt de Google, surtout, effectivement, de faire évoluer sa solution. Et beaucoup de choses ont été entreprises à ce niveau-là. La non-utilisation, entre guillemets, de cookies de la part de GA4 déjà permet quand même d'y voir plus clair, en tout cas sur les ambitions. ouais, c'est ça, c'est que finalement, voilà, donc c'est vrai que nous, c'est pas notre terrain de prédilection, mais évidemment, on est quand même très au fait de ces sujets et on discute aussi avec tout le monde, mais également donc avec Google. Clairement, aujourd'hui, voilà, Universal Analytics, il y avait énormément de défauts par rapport justement à la RGPD. Euh, il y a clairement la volonté de Google d'être aligné avec les conditions imposées par la CNIL. Et donc là-dessus, GA4 voilà, apporte vraiment un maximum de réponses, mais Mhm. pour la CNIL, c'est pas forcément encore suffisant. Donc c'est vraiment des sujets qui sont en cours. Donc c'est pour ça que, comme l'a bien dit Romain, aujourd'hui c'est quand même trop tôt. Après, voilà, il y a comme un risque, hein, c'est clair. Globalement, le risque aujourd'hui quand même est beaucoup plus important donc, sur GA3 que sur GA4. Mais ça, après, c'est une discussion aussi, comme l'a dit Romain aussi, que vous devez avoir avec votre DPO. Nous, en C'est ça. l'état, on ne déconseille pas, en tout cas, on ne va pas jusqu'à déconseiller GA4, mais il faut être conscient après que c'est en votre âme et conscience entre le niveau de risque, de praticabilité que permet GA4, la gratuité aussi, bon, le choix des alternatives. C'est vrai que nous, et je crois que ça confie ça à une autre question, qu'est-ce qu'on recommande à nos clients dans un monde idéal, si vous me le permettez, c'est avoir un GA4 et un complément d'audience. Ça, c'est top parce que ce qu'on a dit, on le répète, hein, par contre, pour être quand même au mieux compliance RGPD,
il y a une perte de données quand même qui est importante lorsqu'on est sur GA4. Généralement, ce qu'on pose souvent la question, ça va être au moins 40% et ça peut aller jusqu'à 50-60%. Ça dépend justement du taux de consentement des cookies. Et ça, clairement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous êtes sur GA4, lorsqu'une personne ne valide pas ses cookies, vous ne pouvez pas légalement intégrer ces données dans la solution. Donc ça, Et c'est complémentaire, hein, c'est deux choses vraiment distinctes, hein. La partie consentement utilisateur, bien entendu, et derrière le fait que voilà, il y ait des transferts de données en dehors de l'Union européenne. Pas plus tard que je crois que c'était en février, hein, effectivement, que Joe Biden, notamment enfin, au niveau des États-Unis, ont proposé des nouveaux accords qui sont en cours de révision de la part de la Commission européenne, hein, au niveau du respect des droits, hein, des utilisateurs, et notamment les données plutôt sensibles, des améliorations finalement qui ont été jugées pour l'instant encore un petit peu floues, et certains points qui restent encore un petit peu en manque par rapport aux attentes des autorités européennes, hein, notamment la Commission européenne. Mais voilà, les choses s'améliorent à ce niveau-là, et on peut espérer, dans tout l'intérêt de Google, effectivement, qu'on puisse y voir plus clair rapidement. Alors, je change un peu le sujet, hein, parce que dans l'autre, on parle beaucoup du fait que GA4 ressente la vision de fond d'un user, laisse une session auparavant, mais s'est-il amélioré d'un point de vue réconciliation et suivi des users, notamment cross-device, cross-navigation? Alors, moi, réponse courte, hein, c'est oui, avec toute la partie justement IA qui permet justement de bien mieux réconcilier la donnée. Par contre, on reste dans un environnement qui est plus hostile qu'auparavant, donc il y a d'un côté une perte, de l'autre des progrès. Après avoir, est-ce que en l'état actuel des choses, c'est mieux ou pas? Là, j'avoue qu'il faudrait, je pense, plus creuser. Euh, voilà, voilà. Je sais Et pas si tu veux compléter, Romain. ouais, sur ce Ouais. niveau-là, effectivement, je confirme clairement qu'il y a des grosses améliorations, hein, sur le suivi cross-device notamment. C'est vraiment tout l'intérêt, hein, de ce modèle également de données, et l'unification des différents enfin, multiplateformes à ce niveau-là. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, de se recentrer la vision sur l'utilisateur plutôt que sur la session. Je passe rapidement sur une autre question qui est vraiment intéressante et que je n'avais pas également trop évoqué pendant le point: l'historique des données côté Universal Analytics, clairement. Comme je le disais, on repart de zéro, hein, côté GA4, et pour des raisons assez simples, il est également difficile de comparer les données GA4 par rapport à GA3. Néanmoins, côté GA3, les données resteront accessibles très peu de temps après le 1er juillet. Ce qu'il faudra considérer, c'est clairement exporter toutes ces données. Donc là, c'est pareil, on a toute une procédure possible d'extraction, hein, de toutes les données un petit peu historiques GA3 dans le temps, dans le passé, de manière à pouvoir garder quand même archivé, j'ai presque envie de dire, et de pouvoir, même si moins comparable, mesurer la tendance dans le temps entre UA et GA4. Donc derrière, c'est tout l'effort au niveau de la data vise, de pouvoir essayer de confronter les données historiques issues de GA3 avec les nouvelles côté GA4, et de pouvoir essayer au moins, du fait que la migration est un petit peu tardive à 3 mois de l'échéance, j'ai envie de dire, on n'a pas la possibilité de comparer par rapport à N-1, mais on pourra toujours avoir la tendance GA4 versus GA3, pardon, à travers la data vise. Yes, tout à fait. Allez, il y a deux dernières questions. Donc, un, comment expliquer la différence du nombre de visiteurs post-migration GA4? Donc ça, on l'a en partie répondu. Romain, je te laisse. Au niveau des visiteurs, effectivement, donc c'est là un petit peu la définition, un petit peu l'orientation utilisateur qu'amène GA4. Pour faire simple, pour reprendre un petit peu l'exemple que je donnais tout à l'heure, quelqu'un qui va arriver sur le site aujourd'hui depuis du SEA et qui décide de revenir par la suite via du social à travers Facebook par exemple, côté Universal Analytics sera considéré comme 2 sessions. Là où côté GA4, peu importe le changement au niveau de la source, de la campagne ou quoi que ce soit, restera considéré comme un seul utilisateur, une seule session à ce niveau-là. Donc d'où effectivement, en fonction du nombre de visites par utilisateur, presque d'autant, on verra une diminution, une grosse différence entre GA4 et GA3 sur le volume de sessions à ce niveau-là. Yes. Et puis donc, dernière question, feriez-vous un webinaire plus approfondi sur GA4 lorsqu'il sera mis en place en juillet? Alors, je rappelle qu'on peut déjà mettre Google Analytics 4, c'est même fortement recommandé.
Et par contre, oui, a priori, il y aura d'autres webinaires qui vont avoir lieu et certains qui sont vraiment dédiés à l'interface. Mais vraiment, et ça sera peut-être le mot de la fin, mais en tout cas, si vous souhaitez rester sur l'univers Kubernetes, migrez Mhm. dès à présent si vous ne l'avez pas fait. Dites-vous que là, vous êtes déjà plutôt en retard que, à l'heure. Et J'ai pas envie d'effectivement de créer ce moment de panique. Effectivement, à 3 mois de l'échéance, c'est l'ambition. L'enjeu, clairement, aujourd'hui était vraiment le premier d'une série de webinaires, vraiment en mode d'initiation, découverte de la solution. Au fur et à mesure, il y aura des parties d'utilisation plus avancées de la solution et d'aller plus loin dans le détail. Et je pense que là, il sera nécessaire de prévoir minimum 1 heure, si tout le monde peut avoir cette disponibilité pour aller plus loin, bien entendu. yes, donc, merci à tous. Donc, je rappelle qu'on vous enverra, comme ça vous aurez nos coordonnées, la présentation. Vous pouvez nous contacter également, donc contact@pixel.com, nous appeler ou nous retrouver sur le site web. Merci Romain, c'était un plaisir de faire ce nouveau webinaire avec toi. Merci encore à tout le monde pour votre participation très nombreuse. On voit que c'est encore plus de 50 un quart d'heure après, donc c'était top. Vraiment merci et on vous dit à très vite avec plaisir et bonne Merci tout le journée. monde. Très bonne journée. À bientôt.